suis à la maison, je suis consultant en informatique. Donc, je vous remercie déjà à World TV et à Canal MSA TV Côte d'Ivoire de m'avoir invité afin que je puisse m'exprimer sur la mise en place du prochain organe électoral. Nous sommes des acteurs privés des élections en Côte d'Ivoire. Donc, dans ce cadre-là que je vais vous présenter nos propositions. L'organe électoral là, que l'État doit mettre en place, d'abord, on ne doit pas surcharger cet organe-là. C'est-à-dire, on doit diminuer ses prérogatives. Confier des tâches à ceux qui, naturellement, c'est leur responsabilité. Si on prend le certificat de nationalité, c'est la responsabilité du ministère de la Justice. Si on prend le certificat de résidence, c'est la responsabilité du ministère de la Sécurité. Et à quel élément encore? Si on prend les empreintes digitales, c'est la responsabilité du ministère de la Sécurité. Si on prend la photo, c'est la responsabilité du ministère de la Sécurité. Donc du coup, puisque le ministère de la Sécurité a plusieurs éléments à son actif, on peut lui confier l'impression, bon, ministère de l'Intérieur, c'est ça, non? On peut lui confier l'impression des cartes d'électeurs. Pour le moment, on peut traîner avec ça déjà. Ce n'est pas un problème, les cartes d'électeurs. Sinon, moi, je me dirais que ce n'est pas nécessaire. Parce que je te dirais que la carte d'électeur, c'est ton empreinte, mais c'est tes 10 empreintes. Non. Tes empreintes sont ta carte d'électeur, hein, pour moi. Hein. Mais si tu veux un papier physique que tu vas brandir, parce que bon, les partis politiques en ont besoin, mais est-ce qu'ils en auront besoin vraiment? Pour dire que tu es sur la liste électorale, est-ce qu'on a besoin de voir forcément ta carte d'électeur? Et puis le numéro de la carte d'électeur. C'est le NNI là. C'est qui identifie tout citoyen. Ou bien c'est compliqué. Les gens font des efforts terribles. À l'ONESI, au ministère de la Justice, au ministère de la Sécurité. Mais vous ne voulez pas les aider? Tout ce budget qu'on va mettre dans du... bon, je ne dirais pas... C'est-à-dire dans une... c'est-à-dire puisque ce n'est pas son rôle. Donc il devient alors... c'est une interface. C'est-à-dire, j'ai dit un mot. Un intermédiaire. Mais son intermédiation, là, ça la dépense dedans. Cette dépense-là peut servir à renforcer les capacités de l'ONESI, à renforcer les capacités du ministère de la Justice, à renforcer les capacités du ministère de l'Intérieur, pour la sécurisation même, et à avoir des bases de données uniques. Nous, en tant qu'informaticiens, il faut que les bases de données soient uniques. Voilà. Pour que tout le monde soit à l'aise. Quant à la nomination des responsables de l'organe qui doit s'occuper du scrutin, moi, je propose un mathématicien, un scientifique. Pas moi, non, il faut un mathématicien, un scientifique. C'est lui qui comprend tout ce qu'on raconte là. Un juriste, moi les juristes, bon, c'est eux qui ont géré là, récemment jusqu'à un moment, le premier c'était un juriste, après il y avait encore l'autre il était juriste. Un économiste, non? C'est un technocrate. Et puis il y avait maintenant un juriste encore. C'est pas le monde. Ici, on demande de venir compter des galets. C'est-à-dire, le premier mot du scrutin dans le monde, dans les années avant Jésus-Christ, là, en 700 ans, c'est de compter des pierres. Les pierres noires et les pierres blanches, c'est tout. Est-ce qu'on a besoin d'un juriste pour compter des pierres noires et des pierres blanches? On a besoin d'un mathématicien. Alors moi, je préfère que ce soit un mathématicien. C'est lui qui comprend ces trucs-là, un scientifique. Ou bien, comme on a l'habitude d'appeler, bon, non, le mot technocrate, c'est encore plus compliqué parce que nous avons envoyé un gars des finances, tout ça, non, un mathématicien. Point. Voilà. Là, il comprend ce monde-là. Parce qu'il s'agit de gérer des scientifiques. Non, mais l'État même verra qu'il faut un mathématicien. Parce que moi, quand je te parle de sécurité informatique et toi, tu es un juriste, tu ne sais même pas de quoi je parle. Ou bien, c'est comme si tu te parles de logarithme de Péréen, toi-même, déjà, même, tu fuyais les maths déjà depuis la seconde et autres, là. Alors, donc, il faut un mathématicien pour comprendre le langage.
on te demande de venir compter des voix et puis tu m'envoies un littéraire. Le littéraire, il s'est bavardé, parler. Puis quand tu finis de parler, l'autre interprète, et puis après, bon, on se boxe dans la rue. Ou bien, le mathématique a dit 1 plus 1 égale à 2. Tu vas le frapper qui pour ça? Ou bien, ou à moins que tu me dises que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Là, ça devient un autre problème maintenant. Je récapitule. Pour le président de la commission, je préfère un mathématicien. Les partis politiques, les journalistes, les hommes de la société civile, les religieux et autres, ce sont des observateurs. L'organe électoral lui-même va travailler avec des scientifiques, des techniciens pour mettre en place un système. Nous, on a le système. Un système où, quand tu finis de voter, on n'a pas besoin de bulletin de vote. Quand tu finis de voter, le bulletin sort, tu mets dans l'urne. Vous voyez? Et en 15 minutes, c'est-à-dire quand on finit de faire le vote, le responsable de vote appuie sur le bouton, et puis les PV sortent, on donne à tout le monde. Voilà. Et puis c'est fini. Le responsable, maintenant le candidat n'a pas besoin d'avoir un représentant. Voilà. Les représentants, c'est qui? C'est les personnes, les observateurs. Hein? La société civile, les journalistes, 5 personnes, ça suffit. Hein? Bon, tout ce monde-là, ça peut être 10 entités, 15 entités. Mais bon, on essaie de trouver 5 personnes dans ces entités-là, et puis on dépose là-bas. Maintenant, ça encore, ça va créer problème? Ça m'étonnerait bien. Ce système pourrait être mis en place en 3 mois. Un système à un cahier de charges. Vous voyez, non? Voilà, donc, pour le moment, on ne sait pas ce que l'État a décidé. Nous, on ne fait que faire notre proposition. Donc, en fonction des décisions de l'État, on pourra alors mettre les paramètres du système en place. Sinon, en grosso modo, on n'a pas besoin d'éditer des bulletins de vote. Le système communique avec toi. Oui, il y a des technologies qui sont dans ce pays que les gens négligent. Oui, Capo Chichi, je ne dirai pas le nom de son école, pour faire de la publicité, a mis en place un smartphone. Tu communiques en baoulé, en moré, en quoi, je ne sais pas, tu communiques en agni, tout ça. Mais les gens n'en parlent pas. Ça, c'est des technologies qu'on pourrait associer à notre système. Je vous ai dit tout à l'heure que quand tu viens, il te demande, c'est lui que tu as choisi. C'est ça, non? Alors appuie. Ça peut se parler en agni, en abron, en baoulé, en bété. Vous ne comprenez pas. Mais quand tu finis de choisir, le bulletin sort, tu mets dans l'urne. Tu te rassures que c'est ça, puis tu mets dans l'urne. Moi, il y a longtemps que je suis dans les élections. Nous, on est un organisme privé. Alors, il y a longtemps que je suis dans les élections. En termes de technologie, moi, aucune technologie ne me fait peur. Aujourd'hui, nos technologies basiques que nous utilisons sont liées à des satellites déjà. Et dans ce que je vous ai dit dans le système, il y a des satellites dedans. Maintenant, tu ne peux pas aller à l'intérieur du pays dans un schéma comme ça sans satellite. Mais je ne vais pas vous donner les détails. Voilà, celui qui est intéressé, il aura les détails. À la fin, je dirais que merci déjà d'être venu m'interviewer pour voir mes propositions. Ici, il s'agit d'un organe électoral, on a besoin de données. Ces données-là sont des données dynamiques. Alors, les technologies que nous mettons en place seront dynamiques. Voilà. Les palabres, les inquiétudes, tout ça, c'est parce que la manière de compter les galets, les cailloux blancs et les cailloux noirs, n'est pas mathématique en fait. N'est pas mathématique. Donc, j'aurais mieux de prendre un mathématicien pour lui mettre de l'ordre dans cette affaire-là. Mais en diminuant ses prérogatives. En qu'il se concentre, tout comme dans la définition d'un scrutin, sur le vote et sur le dépouillement. Point. Les autres prérogatives, là, franchement, c'est de l'encombrement et il devient finalement
un intermédiaire inutile. D'abord, il faut citer le cadre. Donc, dans la situation du cadre, il faut définir d'abord chaque élément. Ici, nous sommes dans une situation où l'ancienne commission a été dissoute. Donc, je tiens à féliciter déjà Monsieur le Président, l'ancien président de la CEI, voilà, parce qu'il a fait un boulot assez remarquable avec tout ce qu'il avait à sa disposition. En tout cas, il s'en est bien sorti et ça, vraiment, il mérite nos félicitations. C'était pas évident, mais c'est un bosseur. Et on continue toujours pour dire que dans le nouvel organe qu'on va proposer, avant même d'en parler, il faut définir d'abord ce qu'on appelle un scrutin. Donc, pour définir un scrutin, on n'a pas besoin de se casser la tête. On demande au dictionnaire, on nous dit qu'un scrutin désigne l'ensemble des opérations liées au déploiement d'une élection, c'est-à-dire le vote et le dépouillement, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour convertir les votes des citoyens en sièges ou en mandats. Vous voyez que c'est tellement simple, non? Un scrutin, c'est quoi? C'est le vote et le dépouillement. C'est tout. Maintenant, les conditions pour être candidat, ce n'est pas le scrutin qui définit, c'est l'Assemblée. Et je pense que c'est pour ça que la loi électorale se retrouve dans la Constitution, ou bien le code électoral se trouve dans la Constitution. Donc, on ne va pas chercher à encombrer cet organe électoral-là. Donc, une fois que le contexte est situé, voilà, maintenant, nous allons aller maintenant dans les faits. Quelles sont en réalité les prérogatives de l'organe électoral? Les anciennes prérogatives disaient que l'organe électoral devait faire la RLE. Donc déjà, ça veut dire regrouper l'ensemble des personnes qui ont le droit de voter, dont les conditions sont dans le code électoral. On a remarqué qu'il fallait avoir un certificat de nationalité, être ivoirien, ou avoir une pièce d'identité, c'est la même chose, hein? Et il fallait aussi avoir un certificat de résidence pour dire que je réside dans tel endroit. Parce que les élections locales, on a besoin de savoir ça aussi, hein, pour les municipales et les législatives. Et il fallait aussi avoir sa photo, son empreinte digitale, tout ça. C'est ça? Si on prend cette première prérogative, on se retrouve dans une situation où cet organe électoral fait le boulot du ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Il devient un intermédiaire. Les intermédiaires, c'est nous. Donc, du coup, cette partie-là, c'est-à-dire la constitution du fichier électoral dont je vous parlais tout à l'heure, il faut éviter, c'est pour ça qu'on a souvent des soucis. La police a un fichier à lui, l'ONESI a un fichier à lui, le ministère de l'Intérieur a un fichier, bon ça c'est la police, hein, le ministère de l'Intérieur, donc l'organe électoral a un fichier à lui. 3 fichiers qui parlent des empreintes digitales du moins, 3 fichiers qui parlent de la résidence du citoyen et 3 fichiers qui parlent chacun de numéro de CNI et de naissance et de certificat de nationalité. C'est trop. Ça fait 3 bases de données différentes gérées par 3 entités différentes. Pour nous les scientifiques, c'est aberrant. Pourquoi? L'autre n'est qu'un intermédiaire. Donc lui déjà, il n'a pas le droit, c'est pas lui qui doit manipuler ces fichiers. Donc, pourquoi se casser la tête pour aller chercher quelqu'un qui doit voter pendant que le ministère de la Justice a les certificats de nationalité de tous ceux, ou bien les extraits de naissance, pas les extraits de naissance, l'ONESI a les extraits de naissance de tous ceux qui ont 18 ans. Ça devient un fichier déjà là, pour ceux qui ont 18 ans. Et maintenant, ceux qui ont 18 ans et qui sont ivoiriens, ça est au ministère de la Justice. Donc du coup, le fichier électoral, il est déjà là.
On n'a pas besoin de s'emmerder. Il est déjà là. Donc, du coup, pourquoi s'emmerder encore pour aller chercher un intermédiaire, aller chercher tout ça, ça ne sert à rien. Puisque le fichier électoral est déjà connu au ministère de la Justice. Tout ce qu'il faut ajouter au fichier qui est au ministère de la Justice, c'est-à-dire où tout le monde a un certificat de nationalité, donc tout le monde est ivoirien d'office, il faut juste ajouter le certificat de résidence, c'est tout. Mais les indépendances, on le fait où? On peut le faire à la mairie, on pourra le faire du moins, sinon on le fait au commissariat, sinon on pourra le faire à la mairie, dans la sous-préfecture pour les gens qui sont à l'intérieur du pays. Voilà, et puis chercher peut-être à le faire, sous-préfecture, mairie, ça règle le problème, et puis commissariat, s'il n'y a pas de commissariat, ou bien même à la gendarmerie. Si ça ne surcharge pas les gendarmes, bien sûr. Vous voyez, donc du coup, pour dire RLE, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que le fichier électoral est déjà connu, parce que tous ceux qui ont un certificat de nationalité sont connus au ministère de la Justice. Donc, je ne pense pas qu'il faut encore mobiliser tout ce monde-là pour dire qu'on fait une RLE, ça ne sert à rien. Et puis, si tu es ivoirien et que tu jouis d'une autre nationalité, toutes ces histoires-là, bon, le ministère de la Justice gère. De toute façon, quand le problème se pose à la commission, on envoie le problème au ministère de la Justice parce qu'ils sont intermédiaires. Alors donc, pourquoi un intermédiaire pour emmerder un schéma électoral? De toute façon, ce n'est même pas la prérogative même de l'organe électoral d'organiser, de gérer tous ces petits trucs-là. Voilà, donc la RLE, pour moi, elle n'a pas besoin d'être. Voilà, il suffit d'aller prendre les fichiers qui sont au ministère de la Justice, pour ceux qui ont un certificat de nationalité. Voilà, et puis, c'est juste ce qu'il faut pour être ivoirien. Et puis maintenant, associer à cela des certificats de résidence. Voilà. Et puis maintenant, au niveau des empreintes digitales. Les empreintes digitales, c'est des choses qu'on fait lorsqu'on fait sa carte d'identité. Donc, les gens de l'ONESI, ils ont leur empreinte digitale à eux, de moi, à la maison. Et à la CI aussi, ils ont mes empreintes digitales avec 2 bases de données différentes. C'est pas possible. C'est pas possible. Une seule base de données, ça suffit. Et c'est le rôle de qui? C'est le rôle de l'ONESI. Alors donc, si on veut les empreintes digitales, bon, l'ONESI va gérer. Voilà. Les équipements, tout ça dont vous avez parlé. C'est parce que ils ont pris leur équipement pour gérer les empreintes digitales. Voilà, des données assez sensibles, mais qui sont gérées par une commission qui, en réalité, ce n'est pas son rôle. Voilà. Parce que c'était le rôle de la CEI, de la commission électorale, ben on irait faire les pièces d'identité là-bas en même temps. Puisqu'on fait sa pièce d'identité, on a son empreinte digitale, on a sa photo. Alors, mais pourquoi aller s'emmerder alors à l'ONESI? Si on fait la même chose ailleurs. Donc, du coup, ce n'est pas une prérogative qu'on doit soutenir à cette commission, à cet organe électoral. Donc, pour moi, la RLE n'a pas le droit d'être. Voilà, il suffit simplement d'uniformiser les bases de données. C'est pour ceux-mêmes qui ont le droit d'avoir ces bases de données-là. Voilà, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, pour les empreintes digitales et autres, les photos, la résidence, tout ça. Et puis bon, on fait une confrontation et puis ces données-là, il n'y a plus de problème. Voilà, parce que moi, c'est pas l'organe qui va venir régler ton problème de nationalité. C'est pas l'organe qui va venir régler ton problème de localisation, tout ça. Mais écoutez, ça, c'est le contrôle de la ministère de la Sécurité. Et ça renforce même encore la sécurité des citoyens. Voilà. Donc, cette partie-là, je ne pense pas que ça doit être une prérogative du nouvel organe électoral. Donc, je dis encore que la RLE n'a pas de raison d'être parce que les données sont déjà connues. On ne va pas encore en fabriquer. On prend des papiers, des copies sans donner à la... Je ne veux même plus en parler. Donc, du coup, je pense que la RLE n'a pas le droit d'être... Bon, il y a le ministère de la Sécurité, et le ministère de l'Intérieur,
Et il y a le ministère de la Justice qui gère déjà ce côté RL là. Donc, parce que de toute façon, même quand il y a un souci, on revient toujours à eux parce qu'on est intermédiaire. Donc, moi, les intermédiaires, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, le déploiement des différents acteurs, c'est-à-dire le personnel électoral. Bon. Le déploiement du personnel électoral, pour nous, l'État a déjà assez d'employés partout dans le pays. Vous voyez? Alors donc, s'il faut utiliser encore des personnes qu'on va déployer dans les commissions, bon, ça sera le personnel. Mais ce personnel doit être un peu restreint quand même. Ça doit être restreint. Donc, tout à l'heure, avec les technologies que nous allons utiliser, nous allons restreindre ce personnel parce que j'aimerais que ce personnel soit que des scientifiques, c'est-à-dire des techniciens. Voilà, parce que le rôle de la CEI, tout à l'heure, c'est comme on a vu dans la définition du scrutin, c'est de compter les voix. Voilà, de s'occuper des équipements pour pouvoir voter, tout ça. Voilà. Et non de gérer d'autres trucs. Donc ce personnel doit être des techniciens. Voilà. Donc on continue. Une autre prérogative, encore de la CEI, qui apparemment est une bonne prérogative d'ailleurs. Voilà, vous avez dit qu'il faut compter les voix, le temps qu'il faut mettre, tout ça. Alors nous proposons alors des technologies. Je pense que cette partie-là, avant la dernière partie qui correspond maintenant à la société civile et autres, là, qu'on va aller en profondeur. Le vote aux États-Unis est fait avec, il y a de l'électronique, il y a des papiers. Mais nous aussi, on peut faire notre vote en Côte d'Ivoire ici avec de l'électronique et du papier. L'ancienne commission a essayé. Et ça nous donne l'occasion de parler du parrainage. A essayé avec le parrainage et ça marchait. Ça marchait. C'est vrai que la technologie qu'ils ont utilisée était un peu lourde, mais ça marchait. Puisqu'il y a eu des candidats qui ont eu des parrains. Bon, comme elle était lourde, il y a d'autres candidats qui n'ont pas eu de... Bon, qui ont eu des parrains, mais c'était un peu difficile parce que les appareils, on disait, avaient des petites difficultés techniques, tout ça. Mais nous, parce que si on améliore, c'est toujours bon. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Et on peut améliorer. Hein. Pour améliorer, c'est simple. Il faut juste s'adapter à l'environnement technologique du pays, c'est tout. On n'a pas besoin de s'emmerder. Voilà, il faut adapter. Donc, du coup, côté parrainage, on suffit d'améliorer seulement les technologies. Voilà, les rendre plus dynamiques et puis bon, ça va vite. Voilà. Donc, en tout cas, ils ont essayé beaucoup de belles choses. Maintenant, le scrutin lui-même. La CEI peut toujours... Parce que quand on finit du côté des candidats qui doivent aller se présenter, qui doivent déposer les candidatures, on leur demande aussi leur certificat de nationalité, on leur demande aussi leur carte d'identité. Bon, c'est là qui est prioritaire. On leur demande aussi plein de documents. Mais ces documents-là ne sont pas produits à la commission, chez l'organe qui fait les élections. Donc, ils vont chercher ça où c'est produit. Le paiement aussi de la taxe au niveau du trésor. On paye au trésor. Au niveau de la DGI, où on leur demande l'attestation de légalité fiscale. Ils vont chercher la DGI. Donc, l'État même a déjà tous les organes. Et moi, je pense que quand ils ont fini de réunir tout ça, ils déposent ça au ministère de l'Intérieur, qui enregistre et qui leur donne un document qui dit que ouais, ils sont valides. Parce qu'en fait, le problème c'est quoi? Pourquoi le ministère de l'Intérieur? Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère de l'État. Donc du coup, on prend le papier, on l'analyse, ils peuvent vérifier si c'est authentique ou pas, facilement avec leurs camarades de ministère de la Justice, tout ça. C'est une interopérabilité ministérielle. Et puis bon, maintenant, on lui donne un papier pour dire que son dossier est bon. Il va à l'organe, et puis l'organe maintenant s'occupe maintenant de prendre sa photo, tout ça, pour faire le bulletin de vote. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. Lui créer l'enregistrer dans le mécanisme. Voilà, afin qu'il puisse se présenter comme candidat. Donc ça déjà, moi je dis qu'il ne faut pas saturer l'organe électoral. Il ne
faut pas le saturer, il faut le limiter juste à ses prérogatives. Organiser le scrutin. C'est pour ça que j'ai dit je veux des techniciens. Et aussi, compter les voix. Voilà, ces techniciens seront formés aux outils qu'on va mettre en place. C'est pas compliqué. Voilà. Tout à l'heure, en dernière position, on va parler des politiciens, la société civile et tout ça. Bien, donc maintenant revenons sur compter les voix. Aujourd'hui, le monde est beaucoup digitalisé. Voilà. Le monde est beaucoup digitalisé et aujourd'hui, il y a plusieurs technologies. Les Américains en ont pour eux, les Français, bon, les Européens en ont pour eux. Tout le monde a ces technologies. Il y a des technologies qui ont été déployées au Congo pour faire les élections au Congo. C'est des technologies. Voilà. Mais ces technologies-là reposent sur quoi? Sur des données. Les données, on les a déjà. C'est ce qu'on appelle la liste électorale. C'est ça? Bon, la liste électorale, si on veut dire la liste électorale, ben la liste de ceux qui sont capables de voter. Voilà. Puisque le vote n'est pas obligatoire, le vote est sur la liste, tu n'as pas voté, personne ne va te créer de problème. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc du coup, la liste électorale pour l'élaborer, ce n'est pas difficile. C'est tous ceux qui sont ivoiriens, qui sont au ministère de la Justice là-bas, qui ont 18 ans, c'est tout. Hein. Maintenant, on associe, bon, rien là-dessus encore pour associer le certificat des résidences. Alors, donc, du coup, si on s'élève maintenant, c'est pour aller au commissariat ou bien que je peux aller faire un certificat de résidence pour dire que je réside ici vraiment. On associe les deux bases de données, c'est tout. Non, vous parlez de listes électorales. Moi, je ne parle plus de listes électorales. Hein. Moi, je parle de personnes qui sont ivoiriens, qui ont 18 ans et plus, et qui ont le droit de voter. La question d'entrée, vous revenez encore sur le même problème. C'est le ministère de la Justice qui gère, c'est eux qui crée la base de données. Voilà, quel souci? Parce que dans le cas, quand ils vont déposer de l'autre côté, qu'il y a un souci, là, on revient encore au ministère de la Justice. Donc, pourquoi ne pas créer la base là-bas en même temps et puis synchroniser avec ceux du ministère de l'Intérieur pour les empreintes digitales et autres là, pour avoir une base de données quand même unique. Voilà, d'empreintes digitales, de photos, de résidences, il y a un ministère de l'Intérieur, au lieu d'avoir plusieurs bases de données. Parce que ces bases de données là, quand elles sont éclatées comme ça devient des problèmes. Si la base de données est unique pour les empreintes digitales, les photos, tout ça là, on peut créer maintenant notre data center tranquillement. Voilà, on doit s'emmerder avec plusieurs bases de données de la même valeur. Elle dit, moi, ma photo, là, on retrouve ça sur la base de données du ministère de l'Intérieur, on retrouve ça sur la base de données de l'ancienne commission électorale, on retrouve ça sur la base de données d'une banque, n'est-ce pas, que je sais pas, quelque part là-bas. On retrouve la base de données de... C'est quoi, toutes ces conneries-là? Bon, excusez-moi du terme, mais ça vous dit que si ma photo et tout le reste se trouve dans une seule base de données, ce sera facile de procéder à des contrôles. Voilà. C'est pas compliqué, quoi. Donc, il faut uniformiser et unifier du moins les bases de données, d'avoir des bases de données disparates. Donc, moi, je ne réponds pas à la question s'il est étranger, quoi. Non, c'est pas mon problème. Il a son certificat de nationalité, il est ivoirien. Il a plus de 18 et plus ans. Et puis bon, il peut voter, où est le problème? C'est fait où? Au ministère de la Justice, non? Mais c'est eux qui fournissent les bases de données. Maintenant, si vous n'avez pas confiance, mais ça, c'est pas mon problème, ça. Si vous n'avez pas confiance à votre ministère de la Justice, ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'on me donne une base de données, voilà, qui émane du ministère de la Justice et aussi du ministère de l'Intérieur. Moi-même, la base de données, même, je n'ai même pas la garder. Même. Parce que quand on voté, lorsque les deux sont synchronisés, on crée alors une base de données de ceux qui peuvent voter, c'est-à-dire 18 ans et plus, avec les certificats de résidence. Voilà. Parce que ce n'est plus nécessaire puisque leurs photos sont fournies par l'ONESI. Voilà. Maintenant, on dit que oui, j'ai mon certificat de nationalité, j'ai 18 ans et plus, je n'ai pas de photos, quoi, mais attends. L'ONESI, c'est au pays ici, ou bien? Donc, pourquoi tu ne vas pas partir chercher ta photo? Donc, la question de RLE là, ça va permettre à tout le monde d'avoir une carte d'identité en même temps. Parce que moi, je ne comprends pas quelqu'un qui a une carte d'électeur n'a pas de carte d'identité. Il a juste un certificat de nationalité. Ça n'a pas de sens. Ah, ou bien?
Si tu as pu te lever pour aller faire ta photo avec tes empreintes, tu as tout distribué là-bas dans une commission électorale, oh, tu pourrais le faire pour avoir ta carte d'identité, pour avoir la base de données, la même base de données là-bas. Pourquoi tu n'as pas te le faire? Donc ça va rendre dynamique encore les services de l'État pour les cartes d'identité et puis ça permettra à l'État de contrôler les identités de tout le monde. Donc je continue. Donc au niveau des techniciens là, on va mettre en place ce qu'on appelle un dispositif de technologie, voilà, papier et technologie numérique. Vous voyez? Donc, vous voulez un exemple typique dans un bureau de vote ou bien dans un exemple typique, non? Un exemple typique. Donc, on va dans un bureau de vote. Cette fois-ci même, le dispositif lui-même là, tu mets ton empreinte digitale dessus. Il dit bienvenue à Alain Miezan. Il est dit dans des langues nationales qu'on va choisir, c'est-à-dire dans la zone en question. On peut le dire en Dula, en Baoulé, en BT. Et puis il me dit faut appuyer sur la photo de celui que tu veux voter. Et puis il te demande, c'est lui que tu veux voter réellement, dans toutes ces langues-là, quoi. Tu dis oui, et puis il dit, appuie sur le bouton vert. Au moment qu'on va trouver, c'est pas compliqué à faire. Et puis paf, je finis de voter, une petite imprimante, le bulletin de vote sort, ça s'imprime, et puis tu récupères, tu mets dans l'urne. Tu mets ton empreinte digitale, puisque l'empreinte digitale, c'était fourni par le ministère de la Sécurité. Non, je veux demander comme un serveur en blockchain. Ah oui, mais un serveur. Mais ce serveur-là, c'est ce que l'ancienne commission avait, mais c'était compliqué quand même. C'était compliqué. Mais franchement, c'est pour ça que j'ai tiré mon chapeau d'entrée de jeu pour dire que vraiment, ils ont bossé. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si tu veux en blockchain, mais du coup, c'est quoi? C'est qu'il faut un serveur unique. Mais tu en rentres dans le bureau de vote puisque vous voulez un cas pratique. Tu rentres dans le bureau de vote. Tu présentes je ne sais même plus, même toutes ces histoires-là. Ta carte d'identité ou bien ta carte d'électeur. Bon, c'est des outils qu'il faut continuer à faire jusqu'à arriver au moment où ça va disparaître. Et puis tu arrives sur la machine, tu mets ton empreinte, on dit bienvenue à Alain Miezan. En Dula, d'abord en français, en Dula, en BT, ou bien en Baoulé, ou bien en Abidi, ou bien en Agni, en Abron, tout ça. Voilà. Mais ça dépend de la zone spécifique où se trouve le scrutin. Hein. Voilà. Et puis on te dit, appuie sur la photo que tu veux. Quand tu appuies, voilà. Je ne te dis pas le nom hein, parce que c'est un truc, quand même, c'est un truc à caractère privé, c'est-à-dire le vote, c'est un secret. Voilà. Il te dit, tu es seul là-bas en train de communiquer à la machine te dit appuie sur la photo de celui que tu veux. De toute façon, la photo, c'est quoi? C'est ce qu'on a dans les bulletins de vote là. Avec les indices, les signes, tout ça. Donc, lors de la campagne, on va dire, bon, si tu vas voir ma photo, tu vas voir mon signe, ça là, le tabouret rouge ou bien des trucs comme ça, c'est moi. Donc, vous voyez, donc il voit la liste des gens, il dit, bon, celui-là, tu appuies sur lui, et puis tu le vois, tu votes. Voilà. Quand tu appuies, voilà, et puis maintenant, tu te dis, c'est lui que tu veux. Si tu dis oui, il ne dit pas le nom en tout cas. Il dit, c'est lui que tu veux, oui. Donc, appuie sur le bouton rouge ou bien, je sais pas quoi, pour confirmer. Et là, si tu vois, quand tu confirmes, ou bien le bouton vert pour confirmer. Quand tu confirmes, le bulletin sort. Tu récupères le bulletin, tu t'en mets dans l'une. Du coup, on gagne quelque chose. Vous voyez qu'il n'y a pas de bulletin de vote, non? Bien sûr. Ou bien, mais le bulletin est imprimé lorsqu'il s'en va voter. Ou bien? C'est ça. Voilà. Donc, avec cette technologie, on peut aussi voter, même pas en étant dans le bureau de vote. Parce que nous allons associer ton numéro de
Bon, moi je ne dirais pas ton numéro de carte d'électeur, je dirais ouais, ma pièce d'identité même. Le numéro principal sur lequel l'ONESI fait beaucoup de bruit à ce moment-là. La NNI. C'est le numéro qui te définit toi en tant qu'être humain en Côte d'Ivoire ici. Donc ton numéro de NNI. Et là, si tu vois un peu. Voilà. Donc on associe ton numéro de NNI à ton numéro de téléphone. Donc tu es à la maison, tu votes. Avec le numéro de téléphone en question, avec ce téléphone en question. Donc notre système récupère ton vote et c'est imprimé même dans le bureau de vote pour qu'on puisse encore mettre ça dans l'urne. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de manipulation humaine? De qui? Je pourrais dire de la nouvelle commission. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de manipulation ou bien de fraude? Mais où est la fraude ici? Avec ce système-là. Si je suis à la maison? Oui. Si je suis à la maison? Oui. Mais tu as fraudé où? J'ai mon NNI, qui est le numéro de ma carte d'électeur. Parce que moi, je dis pas qu'il faut créer un numéro de carte d'électeur, vous voyez un peu. J'ai mon NNI, qui est le numéro de ma carte d'électeur. Ce NNI-là, quand tu fouilles partout, on te dit que lui, là, il est éligible. Il peut être électeur. C'est ça? Dans une base de données quelque part là-bas, du ministère de l'Intérieur. C'est ça? Mais où est la fraude? Qui est liée à mon numéro de téléphone. Deux facteurs. C'est ça? Donc, je vais sur la plateforme. On peut accéder à la plateforme de plusieurs manières. Soit par GPRS, soit par Internet. Donc, quand le GPS n'a pas besoin d'Internet, soit par Internet, soit une plateforme Internet, c'est ça? Je tape, comme la manière on regarde, on vérifie sur la liste électorale actuellement, là. Mais on n'a pas tapé la date de naissance, tout ça, hein, non. On tape son NNI, parce qu'on veut voter, là. Quand on tape son NNI, avec son numéro de téléphone, on n'a même pas besoin de taper son numéro de téléphone. Parce que le numéro de téléphone, là, c'est lui qui va envoyer le message, qui va autoriser ton vote. C'est bon? Voilà. Maintenant, le risque, c'est quoi? Si j'ai deux numéros de téléphone. Non, tu as enregistré un, c'est lui qui va venir voter. L'autre, tu peux régler ça pour autre chose. Tu as enregistré un, c'est ce qui te vient de voter, pas deux. Si le numéro est mal enregistré, tu vas te dépasser pour aller voter physiquement. Parce que si tu as mal fait l'enregistrement, c'est que ce service-là, tu n'as pas droit. Ou bien, c'est comme Orange Money. Et bon, excusez-moi pour la publicité. Pour les moyens de paiement mobile, là. Si le numéro n'est pas bon, tu ne peux pas payer avec ce processus-là. Ou bien, tu ne peux pas. Tu ne numéro n'est pas bon, tu vas payer avec quoi? Tu n'as pas droit. Sinon, ça veut dire qu'on peut voter aussi forcément à la maison sans se déplacer. Ça va augmenter le taux de participation. On est toujours dans le bureau de vote. Hein. On vient de participer à un vote là, à deux votes. Un qui est chez lui à la maison et un qui est dans le bureau de vote. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Chez lui à la maison, ça imprime. Dans le bureau de vote là-bas, ça sort dans une autre imprimante, c'est ça? Et puis l'autre maintenant, ça sort dans l'autre imprimante, lui il prend pour aller mettre dans l'urne. L'autre aussi, on prend pour mettre dans l'urne. Hein. Elle dit, ça veut dire qu'il a voté à distance, il n'est pas là. Mais il a le droit de voter dans ce bureau de vote là, c'est pour ça que ça sort là-bas. Avec la technologie, on peut faire tout. Souvent, les gens pensent que la technologie, c'est une grosse voiture avec des... Non. La technologie, c'est les détails qui sont dans la grosse voiture. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on continue. On a voté, tout le monde vient faire pareil, n'est-ce pas? Et lui qui a voté, lui, il a mis son bulletin dans l'une des parties, n'est-ce pas? Voilà. Le scrutin est fini, c'est ça? Il faut maintenant dépouiller, c'est ça? Ben, il y a une étape qu'on a sautée, deux étapes qu'on a sautées, mais on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais ce sera à la fin, parce que bon, on va parler de l'autre étape tout à l'heure. Donc, on a fini de voter, non? Le responsable du bureau de vote, les scénarios qu'on a où on vient fermer la porte, on va sur le tableau, on fait des traces, un bâton ici, un bâton là, un bâton là, un bâton là, un bâton là, pour dire que
Voilà le nombre de votants pour tant, ou bien on dit tant. Ça ne plus d'actualité. Parce qu'une fois que 18h est arrivé et que l'exploitant du bureau de vote est venu appuyer sur la machine pour dire que le vote est terminé, en même temps, le PV sort et il donne même pas parce que dans mon schéma, il n'y a pas de représentants de candidats. Pourquoi? C'est pas nécessaire. Pourquoi c'est pas nécessaire? Comment ils peuvent surveiller je peux dire, à distance? Ok, donc je reviens maintenant sur l'une des deux étapes dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui se déroule toujours le jour du scrutin. Mais avant quand même de parler de ça, j'aimerais quand même préciser qu'on n'est pas obligé d'avoir un jour de scrutin. On n'est pas obligé d'avoir un jour de scrutin. On peut avoir 3 jours de scrutin. Pas forcément physique, mais comme j'ai dit là, à distance. Vous voyez, non? Je peux voter. Je vous ai dit tout à l'heure que l'autre, il était à la maison, il votait là. On peut ouvrir le vote sur 3 jours, et puis dans le 3e jour, c'est pour aller physiquement. Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Puisque tu ne peux pas voter 2 fois. Et ces technologies sont éprouvées. Vous allez chercher tous les hackers du monde, vont venir, ils vont flasher. Donc, on répond à la question. Une fois que je viens voter, puisque le vote n'est pas, c'est un secret. Quand j'ai voté là, le représentant, le candidat, même pas le candidat et son staff, sont dans leur staff là-bas et on leur donne des accès pour suivre le scrutin. Donc, le candidat peut savoir qu'il y a un tel nombre de personnes qui ont voté à midi, à 10h, à 11h, jusqu'à 18h. Mais il ne sait pas s'ils ont voté pour lui. Hein, dans le système. Voilà. Le candidat ne sait pas qu'ils ont voté pour lui, mais il sait que les gens sont venus voter. Et il a le taux de participation. Donc, il pourra déjà... je ne sais pas comment on dit, dit que le taux n'est pas bon, mais ce n'est même pas son rôle, de toute façon. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je vais revenir là-dessus, mais cette commission-là, cet organe électoral, doit avoir, comme je dis, un organe de presse qui communique les taux de participation pour dire que le taux n'est pas bon. Sortez, allez voter. Pour que tout le monde puisse être concerné par le scrutin. Pourquoi ce nouvel organe doit avoir un organe de presse? Oui, pour communiquer. Pour communiquer. Et qui est lié aux autres organes de presse, bien sûr, qui peuvent aussi diffuser la même communication. Ils communiquent quoi en réalité? Le taux de participation. Dans un sondage. C'est pas un sondage, hein? Le taux de participation, c'est pas un sondage, hein? C'est un calcul mathématique. C'est-à-dire, dans le bureau, dans le lieu de vote ou bien dans la circonscription, s'il y a 1000 personnes qui doivent voter et que jusqu'il est 10 heures, il n'y a que 10 qui sont sortis, et ils vont dire non, les gars ne viennent pas voter, venez voter, parce que dire que les gens ne viennent pas voter, venez voter là, c'est un crime. Non, je demande. Alors, donc, venez voter là, ça fait partie ça va faire partie du rôle de l'organe. Pour que les gens se sentent dans le vote. Pour que les gens sortent pour venir voter. Donc, une fois que lui a dit que les gens ne viennent pas voter sur 1000, il n'y a que 10 qui sont sortis, vous, la presse locale et autres, là, vous relayez l'information pour que les gens sortent pour venir voter, c'est tout. On a besoin que tout le monde participe quand même au scrutin. Quand on dit scrutin, c'est quoi? La définition est claire, hein? Donc moi, j'organise un scrutin et puis je ne peux pas demander aux gens de sortir pour venir voter. Pourquoi? Je cache quoi? J'ai quoi à cacher? Rien. Je demande aux gens, c'est moi qui organise le scrutin, je veux que les gens viennent voter. Pourquoi je ne veux pas que les gens votent? Donc je leur demande de venir voter. C'est pour ça qu'on met tous ces dispositifs électroniques là.
S'ils ne viennent pas jusqu'à 18h, bon, où est le problème? Ils ne sont pas intéressés. Mais on a fait ce qu'on peut pour les intéresser. Ou bien c'est compliqué? Voilà. Maintenant, quand on a fini de faire ça, le candidat, il est informé aussi que les gens ne viennent pas voter. Voilà, il peut demander à son électorat de sortir pour aller voter. C'est tout. Mais pas, il ne fait pas de la campagne, à ce que je sache. De toute façon, il a une structuration. Voilà. Donc, il demande à ses candidats de sortir pour aller voter. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de complexe ici de dire aux gens d'aller voter. Ou bien, parce qu'on dit que les Ivoiriens ne s'intéressent pas à la chose électorale. Mais si tu ne lui dis pas que le fait qu'il soit assis là, les gens ne votent pas de l'autre côté là, comment il va savoir ça? De toute façon, avant on disait même, pardon, tu es assis là jusqu'à 18h, bon, on ne sait même pas qui est parti voter de toute façon. Et puis après on dit, bon, le taux c'est 25%. Bon, moi je ne sais pas s'il faut le dire avec fierté. Mais bon, c'est comme ça quoi. Donc moi je me dis que l'organe doit dire que les gens ne viennent pas, ils n'ont qu'à venir, mais c'est des preuves à l'appui, des preuves réelles, directes. Donc, le candidat aura ce qu'on appelle une plateforme où il peut suivre le scrutin aussi. Donc, il n'a pas besoin de représentants dans le bureau de vote. Parce que les représentants dans le bureau de vote, ça coûte très cher. On n'a pas besoin de rappeler quand même ce qui s'est passé récemment où les candidats n'avaient même pas de représentants dans le bureau de vote. Bon, ça c'est des choses, pour moi, c'est à cause du schéma, du système qui était appliqué. Or, nous, nos propositions, l'organe lui-même, dans son fonctionnement, n'a pas besoin de représentants de candidats. Maintenant, qui sont ceux qui seront les représentants des candidats? Ça, c'est la troisième partie, mais je pense que je vais parler de ça en même temps, parce que je dois développer autre chose. Vous, les journalistes, les gens de la société civile, les religieux, les politiciens, vous suivez? Parce que là, dans le bureau de vote, là, actuellement, on a quoi? On a les techniciens, c'est ça? On a le matériel, on a les urnes, c'est-à-dire on a le PV qu'on donne rapidement, en moins de 15 minutes, le scrutin est fini, on passe à autre chose. En 30 minutes, l'autre il appelle pour dire que bon, écoutez, tu as gagné, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Mais en réalité, pourquoi on n'a pas besoin des représentants des bureaux de vote? Parce que vous, les journalistes, les gens de la société civile, les religieux, les politiciens, on avait les techniciens de l'organe et on avait aussi les machines, ainsi que les votants, bien sûr. Mais il y a aussi des personnes qui sont là. Et je disais que ces personnes-là, c'est ceux qu'on appelle les observateurs. Cette fois-ci, ces observateurs évitent la présence des représentants dans les bureaux de vote. Pourquoi? Les observateurs sont constitués des journalistes, des gens de la société civile, des politiciens, des religieux, qui encore a envie de participer, disons, de la chefferie traditionnelle, voilà. Et c'est là que moi je trouve la place. C'est là que je trouve de la place pour les politiciens. C'est leur place. Voilà. Donc, on va mettre en place un organe, bon, pas un organe forcément, des représentants. C'est-à-dire, on appelle les observateurs. Ils viennent, on trouve un ensemble de personnes. On n'est pas obligé de trouver tout le monde. Hein. Ça a maximum 3 observateurs, bien 5 observateurs qui viennent des journalistes, les religieux, les représentants traditionnels, les politiciens. Et puis, on en a 5 qui viennent poursuivre pour observer le scrutin. Voilà. Et à la fin, dans les PV qu'on va imprimer, on imprime et puis on les donne aussi si on veut. Bon, on les donne même. On va aller avec. Donc, chacun de ces 5 observateurs représente une entité. Voilà.
Donc, je ne vois pas où est le problème. Parce qu'avec ce que je viens de dire là, les urnes sont vides. C'est quand j'ai fini de voter que ça imprime, on met dans l'urne. Et quand on finit 15 minutes après, on n'a même pas le temps de fermer même les portes. On imprime en même temps le PV, on donne à chacun. Le candidat, déjà, reçoit aussi la même notification qui est dans le PV. Et pendant qu'il reçoit la notification, les calculs étant très, très rapides en matière de si dans le lieu de vote en question, tout le monde a fini au même moment, il a les résultats du lieu de vote. Et si plusieurs dans le lieu de vote de la circonscription, il attend la circonscription et après maintenant il a le département. Et puis bon, il appelle en moins de 30 minutes quand les calculs sont faits. Et maintenant, les PV. Il a les PV là-bas aussi. Hein. Voilà. Donc s'il veut se plaindre là, c'est pas compliqué. Et ça m'étonnerait qu'il se plaigne d'ailleurs. Parce que son PV qu'il a reçu là, tout le monde a reçu. Il va se plaindre de quoi? Il y a quelle une on va bourrer ici? Pas pour bourrer l'une là. Il faut avoir l'empreinte des gars là. Donc toi seul tu as 10 empreintes. Bon, tu vas avoir 100 empreintes dans ta poche quoi. Pour gérer les... C'est pas possible. Et puis, à quel moment tu vas le faire? Puisque juste 10 minutes, 5 minutes après le scrutin, on a déjà tiré le PV. C'est à quel moment? Avec qui? Donc, du coup, il y a une question de crédibilité. Vous avez dit 0 mort, 0... Zéro conflit, 0 mort. Où est le conflit ici? Ici, la proposition, moi je n'ai fait que parler des effets de la proposition, mais je ne parle pas de la technologie qu'on va mettre en place. Parce que c'est un système. C'est-à-dire un système qui regroupe plusieurs technologies. Si c'était juste un développement mobile, on pourrait avoir une application Internet. Non, c'est un système avec plusieurs technologies. Mais ces technologies-là, nous, on le fait déjà. Donc, je ne vois pas quel est le miracle. De toute façon, ils vont me dire que l'autre, c'est un gars qui a fait à Harvard, quoi. Ici, là, nous avons un environnement technologique qui est différent de l'environnement technologique des États-Unis, de la France, de l'Europe, de la Russie. C'est différent. On a un environnement technologique que nous, en tant que praticiens locaux, qu'on maîtrise. Donc, ces technologies-là, nous pourrons les mettre en place. Les machines existent déjà. Les questions de sécurité, il n'y a pas de souci. En combien de temps alors pour le faire? Oh, puisqu'on a l'habitude de le faire, on peut le faire même en moins de 3 mois. Hein. On a l'habitude de le faire. Et ça, c'est que tout ce qui vient de là, il n'y a rien qui est sorcier dedans. Hein. Bon, c'est sorcier pour celui qui... C'est même... Bah là, je vous dis quoi, tu es à la maison, tu es venu de voter, le bulletin sort dans le bureau de vote où tu es censé voter là. Pour d'autres, c'est de la sorcellerie. Mais effectivement, la technologie, c'est la sorcellerie. Ou bien, c'est la sorcellerie. Et nous sommes les sorciers de la technologie. Bon, donc, ici, la place qu'on a mis. Où est la place où on a mis les politiciens? On les a mis comme observateurs. Cette place-là, ça peut créer des conflits? Les partis politiques peuvent participer en tant qu'observateurs. Même si le parti politique a un candidat, le candidat déjà suit le scrutin tout comme s'il était assis dans le bureau de vote. Bon, où est le problème? Il ne peut même pas agir dessus. Lui, il n'a qu'un monitoring, c'est tout. Il ne peut pas agir dessus. Et puis maintenant, si vous voulez agir dessus, parce que les gens vont dire, envoyez les hackers, là, on va venir hacker. Ça m'étonnerait qu'un grand hacker vienne s'intéresser à ces trucs sans valeur. Bon, quand il dit sans valeur, le scrutin a de la valeur pour nous. Mais pour lui, ça n'a pas de valeur. Donc, pour qu'il s'intéresse, il faudrait que vous lui donnez... Évidemment, il ne va même pas réussir là, de toute façon. Donc, du coup, la technologie, on peut l'utiliser pour faire ce genre de trucs-là.